Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le chef de la CAQ a beaucoup changé depuis qu'il est au pouvoir. Dans l'opposition, il déchirait sa chemise pour sauver la chaîne de restauration Saint-Hubert. Aujourd'hui, il n'a plus aucun intérêt pour les entreprises qui paient leurs employés 50 000 $ et moins. En novembre, l'entreprise SICO a annoncé la fin de ses activités au Québec, 125 emplois perdus. En janvier, les biscuits Dare ont annoncé la fermeture de l'usine de Saint-Lambert, 275 emplois perdus. Les réactions du premier ministre, c'est toujours malheureux lorsqu'une entreprise ferme, indiquant qu'il fallait regarder quel était le salaire des employés de l'usine. Le groupe Maurice, un leader dans le secteur des résidences privées qui vaut 2,4 milliards de dollars, n'est pas digne d'intérêt pour le premier ministre. Il nous a dit que les Américains l'achètent. Ça ne me dérange pas. Hier, je l'ai questionné sur l'entreprise Vélan, dont une partie des activités seront délocalisées en Inde. Le premier ministre a cautionné cette délocalisation. Il a même dit que c'était une bonne chose, Monsieur le Président. Ce que le premier ministre dit à ces 200 travailleurs et à leurs familles, c'est qu'ils ne valent pas la peine qu'ils mettent de l'énergie pour les défendre. Le premier ministre n'arrête pas de dire qu'il va créer des emplois payants. Est-ce qu'ils engagent à trouver un emploi à plus de 30 $ l'heure aux travailleurs de Vélan? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, au Québec, salaire moyen, 49 000 $. C'est plus bas qu'en Ontario, dans les autres provinces. Bon, évidemment, le défi économique a changé au Québec. On avait un défi de création d'emplois. Maintenant, on a un taux de chômage qui est très bas, presque un plein emploi. Le défi, c'est de trouver aux Québécois des emplois avec plus de valeur ajoutée, des emplois qui sont payés à plus de 50 000 par année. Maintenant, Monsieur le Président, concernant les sièges sociaux, mon collègue, le ministre de l'Économie, est en train de faire une réforme complète chez Investissement Québec pour faire une veille sur les entreprises québécoises parce que souvent, quand on est mis devant la vente d'une entreprise, devant une décision qui est déjà prise, c'est souvent difficile d'agir, c'est souvent trop tard. Monsieur le Président, dans le cas de Vélan, c'est une entreprise l'année dernière qui a perdu 17 millions de dollars. C'est une entreprise qui a perdu la moitié de sa valeur en bourse et c'est une entreprise qui avait à prendre des décisions difficiles pour être capable de conserver une partie des emplois au Québec. C'est mieux de sauver une partie des emplois au Québec que de perdre tous les emplois. Maintenant, Monsieur le Président, effectivement, on va aider les travailleurs qui ont perdu leur emploi, les aider à trouver de nouveaux emplois dans d'autres entreprises au Québec. C'est malheureux ce qui arrive chez Vélan, mais c'était une décision pour être capable de sauver une partie des emplois. Parce que, comme le sait le chef de l'opposition officielle, une compagnie ne peut pas faire des pertes à chaque année. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Vous avez changé, Monsieur le Premier ministre. Parce que quand l'entreprise Electrolux, à l'Assomption, a annoncé qu'elle transférait ses activités à Memphis, au Tennessee, je me rappelle très bien, vous nous aviez accusés d'inaction. Vous défendiez corps et âme ce géant suédois de l'électroménager qui offrait un salaire moyen de 19 $ l'heure. Chez Vélan, c'est 30 $ l'heure, Monsieur le Président. Pourquoi défendre les employés d'Electrolux et pas ceux de Vélan? Est-ce que c'est parce que c'était dans le comté de l'Assomption? Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, il y a une grande différence entre le dossier Electrolux et le dossier Vélan. Dans le dossier Electrolux, c'est une entreprise qui fait des profits. Donc, une entreprise qui n'avait pas des décisions difficiles à prendre, qui aurait pu rester au Québec si le gouvernement de l'époque avait accepté de l'accompagner. Ils ne les ont même pas rencontrés. Monsieur le Président, dans le dossier de Vélan, il y a eu des rencontres, des discussions avec Investissement Québec, avec le ministère de l'Économie. Malheureusement, c'est une entreprise qui fait des pertes. Donc, il fallait prendre des décisions difficiles. Je suis certain que le chef d'opposition qui a été en affaires comprend très bien la situation. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. C'est que j'ai beaucoup de difficultés à suivre le premier ministre parce que les employés de Dare, de SICO, de Vélan et ceux du groupe Maurice ne gagnent pas assez cher pour que le premier ministre s'intéresse à eux. Mais les travailleurs de l'aluminerie ABI à Bécancour, eux, gagnent trop cher avec un salaire de 92 000 $ par année.
C'est quoi le juste salaire pour mériter l'intérêt du premier ministre? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je le disais tantôt, le salaire moyen au Québec, c'est 49 000 par année. Actuellement, Alcoa offre aux travailleurs d'ABI un salaire moyen de 92 000 par année, mais le syndicat des métallos demande d'avoir une participation de l'employeur pour le régime de pension à plus de 60 demande 10 000 heures de libération syndicale, alors que la compagnie n'offre 7 500. Donc, peut-être que si le syndicat, comme c'est arrivé à Bécomo, avec la même compagnie Alcoa, était plus raisonnable, on serait capable d'avoir des emplois payants qui sont importants pour la Mauricie. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. En tout cas, moi, je me rappelle très bien quand il y a eu la vente de Saint-Hubert, vous aviez dit que ça vient confirmer un déclin de l'économie québécoise. Est-ce que la fermeture de Dare, de Sico, de Vélan et la vente du groupe Maurice, ça contribue à ce déclin de l'économie, Monsieur le Premier ministre? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, la réalité, c'est que malheureusement, on a un écart de richesse négatif de 16 entre le Québec et l'Ontario. Donc, ça, c'est un fait. On va y travailler. C'est pour ça qu'on va changer complètement le fonctionnement d'Investissement Québec. Maintenant, je le répète, Monsieur le Président, quand une entreprise comme Vélan fait des pertes, il y a des décisions importantes à prendre. Et savez-vous quoi? Je sais que le chef de l'opposition officielle comprend très bien, qu'il est d'accord avec moi, mais il aime mieux faire de la petite politique. S'il vous plaît. Non, je m'excuse. Non. Je pense que soyez attentifs aux propos que vous utilisez. Il y a des mots qui sont... Monsieur le leader de l'opposition. Président, je vais vous donner un coup de main. Vous savez, le premier ministre du Québec n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait. Il suscite des débats, il impute des motifs. Je vais lui demander, Monsieur le Président, par vous, de retirer ses propos. Monsieur le leader, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre a retiré ses propos. Je vais vous demander très rapidement votre collaboration. Soyez prudents sur les propos à dire. Les propos que l'on dit ne sont pas nécessaires. Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, question principale. Merci, Monsieur le Président. Alors aujourd'hui, j'ai une question pour vous, Monsieur le Président. Qui a dit « Ce n'est pas impossible, ce n'est pas incohérent, c'est même une bonne chose que certains emplois moins payants soient dans des usines à l'étranger. » Est-ce que vous pensez que c'est le président d'une entreprise qui souhaite délocaliser des emplois? Est-ce que vous pensez que c'est le ministre de l'Économie de l'Inde qui cherche à aller recruter des travailleurs à l'étranger pour les amener sur son territoire? Non, Monsieur le Président, c'est le premier ministre du Québec. Monsieur le Président, la délocalisation, ça existe. Mais la dernière chose que le premier ministre du Québec doit faire, c'est cautionner la délocalisation. Son rôle premier, c'est de défendre l'ensemble des Québécois, l'ensemble des travailleurs québécois. Alors, ma question s'adresse au ministre de l'Économie. Est-ce qu'il cautionne ces propos? Est-ce qu'il est prêt à les répéter en cette Chambre? Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur le Président, je répondrai à la collègue députée de Saint-Henri-Sainte-Anne que, comme j'ai dit hier, les problèmes de Vélan remontent à 2016. Je connais assez bien la compagnie quand M. Leduc a été engagé et il y avait des décisions difficiles à prendre. Si l'implication du gouvernement avait été si facile, ma collègue l'aurait fait quand elle était au Parti libéral. La solution n'est pas facile. Alors aujourd'hui, on fait face à une compagnie qui doit se rationaliser et qui doit protéger des emplois qui vont être payants et dans une entreprise qui doit optimiser ses opérations. Et je pense que la décision qui a été prise est la bonne. D'ailleurs, on va rencontrer la compagnie bientôt pour voir dans les 2 usines qui vont rester au Québec s'il y a moyen que nos programmes pour améliorer la productivité soient mis en opération. Deuxièmement, il faut mentionner aussi que les emplois qui vont être perdus, la grande partie va venir par attrition. Donc, la conséquence pour les familles pour lesquelles on souscrit va être moindre que celle qui est peut-être peinturée par différentes personnes. Donc, dans les circonstances, je pense que c'est une bonne opération. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Je crois comprendre que le ministre de l'Économie ne cautionne pas les paroles de son premier ministre. Mais j'ai une question pour le ministre de l'Économie. On parle beaucoup d'emplois payants à plus de 50 000 $ par année. Quelle est la proportion de la population québécoise qui gagne moins de 50 000 $ par année? Quelle est la proportion de la population québécoise qui gagne moins de 50 000 $ par année? Monsieur le ministre de l'Économie. Écoute, c'est une grande proportion, évidemment. Sauf que on est d'accord que pour créer des emplois rémunérateurs, ça prend la base. Alors, c'est clair que nous voulons
rendre nos sociétés québécoises les plus performantes possibles. D'ailleurs, le programme d'Investissement Québec a de l'argent amplement pour pouvoir combler l'écart qui était grandi depuis plusieurs années. Alors, en créant des entreprises performantes au niveau mondial, on va pouvoir rehausser le niveau salarial tout en maintenant, de toute évidence, une base d'appui qui est importante pour le développement du Québec. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, le chiffre, c'est 70 %. Alors, quand les salaires sont plus bas, le premier ministre défend la délocalisation. Quand les salaires sont plus élevés, il dit qu'ils sont trop élevés. Et là, il manque d'ambition. En fait, il a vraiment tout faux. Est-ce que le ministre de l'Économie trouve que c'est au premier ministre de décider qui sont les gagnants et les perdants parmi les travailleurs québécois? Monsieur le ministre de l'Économie. Le premier ministre m'a donné un mandat assez important de, premièrement, combler l'écart de productivité que les compagnies québécoises ont par rapport à l'Ontario et les États-Unis. Écart, en passant, qui est agrandi depuis 15 ans. Alors, pour régler ce problème d'écart-là, j'ai les outils maintenant chez Investissement Québec pour pouvoir aider les sociétés à pouvoir combler cet écart-là. Le détail de comment on va le faire, à qui on va le faire, incombe aux gens du ministère de l'Économie et de l'Investissement Québec. Donc, je pense avoir tous les moyens pour livrer l'ambition du premier ministre. Question principale, Monsieur le député de Darcy-McGee. Monsieur le Président, le rapport d'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a été déposé le 3 juin dernier. C'est un rapport historique, troublant, qui appelle à une réponse claire et rapide du gouvernement du Québec. Il est inacceptable que la ministre responsable, la ministre de la Sécurité publique, la ministre responsable de la condition féminine, que ce gouvernement ne se soit pas encore prononcé formellement sur cet enjeu. On ne peut pas nier qu'il y a des lacunes et défis dans les moyens mis en place ou à mettre en place pour soutenir les femmes et les filles autochtones. Le gouvernement ne peut être absent ou désintéressé de ces enjeux. Jusqu'à ce jour, nous n'avons presque rien entendu. Pourquoi ce silence? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, le gouvernement est présent avec les communautés autochtones. D'ailleurs, ma collègue, la ministre responsable des Affaires autochtones, depuis qu'elle a été nommée le 18 octobre dernier, travaille en collaboration de nation à nation avec les nations autochtones. Nous avons pris connaissance du rapport et ma collègue a pris connaissance du rapport et depuis ce temps, elle est à pied d'œuvre et déjà dès le 18 octobre, elle était à pied d'œuvre en collaboration avec les nations autochtones. Ce que les femmes, ce que les filles autochtones ont vécu, c'est horrible, Monsieur le Président. J'invite les gens à prendre connaissance du rapport et sachez que les mesures correctrices seront apportées en collaboration de nation en nation avec les différentes nations autochtones. Je pense que tous ensemble, nous devons faire la réflexion à savoir pourquoi, qu'est-ce qui a été brisé, qu'est-ce qui ne marchait pas et quelles sont les solutions à trouver. Il faut s'assurer de faire en sorte que les conditions de vie des membres des communautés autochtones soient grandement améliorées. Dans l'histoire canadienne, dans l'histoire québécoise, on a failli et ce n'est pas acceptable et le bilan, il doit être porté et partagé par tous ici. Alors, je pense, Monsieur le Président, que la chose à faire est de travailler en collaboration, conjointement avec eux, et de trouver des solutions ensemble pour améliorer le sort des communautés autochtones. Première complémentaire, Monsieur le député de Darcy-McGee. Suite à la crise de Val-d'Or, notre gouvernement a créé la Commission Vient, annoncé des investissements de quelques 147 millions de dollars pour améliorer concrètement les services, promouvoir leur culture et développer le pouvoir d'agir des individus et des collectivités. Ces actions sont une copie presque conforme de la troisième recommandation du rapport d'enquête. Est-ce que le gouvernement s'engage à se mettre en action, à poursuivre nos actions et à réaliser cette recommandation pour le bénéfice... Leader du gouvernement. Monsieur le Président, la Commission Vient a été lancée en juin 2007 et elle soumettra son rapport cet automne, à l'automne 2019, comme le sait le député de Darcy-McGee. Le gouvernement du Québec, depuis 2017 et sous le gouvernement libéral, a collaboré avec la Commission Vient. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes du gouvernement du Québec qui ont témoigné, qui ont participé aux travaux. À cet effet, justement, on a désigné cette semaine, à titre de vice-président de la Commission des droits de la personne, la procureure en chef de la Commission. Alors, on supporte les travaux de la Commission et en lien avec le rapport au niveau fédéral qui a été déposé, vous pouvez être certain, Monsieur le Président, qu'on souhaite
s'assurer de faire le suivi sur les deux différents rapports pour changer les façons de faire et d'améliorer la situation. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Darcy-McGee. Monsieur le Président, au même moment où on interpelle le gouvernement sur le rapport d'enquête, on constate la détresse des communautés autochtones et inuites au Square Cabot. Ce sont des gens vulnérables qui s'y retrouvent. Plus que 40 partenaires communautaires travaillent sur un plan d'intervention ambitieux, mais de ce côté aussi, c'est silence radio de la CAQ. Est-ce que le gouvernement s'engage aujourd'hui à participer et à contribuer au financement de ce projet? Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, pour le projet précis, on pourra revenir au député de Darcy-McGee en collaboration avec ma collègue qui est ministre responsable des Affaires autochtones. Pour ce qui est du soutien aux communautés autochtones, mon collègue, le ministre des Finances, dans son dernier budget, a augmenté le budget dédié aux communautés autochtones de l'ordre de 93 millions sur 5 ans. Vous savez, dans le passé, on s'est retrouvé dans une situation où le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada aussi, a posé des gestes qui n'auraient pas eu lieu d'être. Et je souhaite, et nous souhaitons tous en cette Chambre, que les choses changent et elles vont changer. Les discussions de nation à nation se produisaient sous votre gouvernement et vont continuer de se dérouler sous notre gouvernement pour améliorer les choses. Question principale, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Depuis un bout de temps, j'essaie de comprendre le premier ministre, combien il faut que tu gagnes dans la vie pour qu'il lève le petit doigt pour sauver ta job. Avec ce qu'il a dit hier aux 200 travailleurs-travailleuses de Vélan, c'est un peu moins évident de jour en jour, Monsieur le Président. Les travailleurs et travailleuses qui gagnent entre 20 et 32 piastres de l'heure chez Vélan, quand leurs jobs sont délocalisés, bien là, le premier ministre trouve que c'est presque une bonne idée parce que, dans le fond, ces jobs-là ne sont pas assez payants. Puis chez ABI, bien, ça commence à 43 piastres de l'heure. Quand ils sont en lock-out pendant 16 mois, bien, pour le premier ministre, c'est presque une bonne nouvelle parce que, dans le fond, ils sont un peu trop payés. En fait, la seule exception qui a répondu à mes questions, où le premier ministre a défendu les travailleurs-travailleuses, c'est les hauts fonctionnaires qui, eux autres, leur salaire à plus de 500 000 $, ça, c'est correct. Alors, il me dit, à ce moment-là, que je voulais que tout le monde soit payé pareil. En fait, comme dans un système communiste. Le gros mot est sorti. Vous savez, Monsieur le Président, ça ne m'a pas fait grand-chose parce que je suis un peu habitué qu'on ridiculise Québec solidaire. Mais ce qui me dérange, par contre, c'est quand il dit aux travailleurs et travailleuses que leur job ne valent pas la peine d'être défendu. Et comme ça devient une mauvaise habitude, bien, je vais lui reposer ma question. Pour qui le premier ministre travaille, le peuple québécois ou ses amis du 1 %? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, à chaque jour, je me lève puis j'essaie de voir comment je peux mieux aider les Québécois. Puis ça veut dire, entre autres, essayer d'avoir des emplois mieux payés pour l'ensemble des Québécois. Malheureusement, le salaire moyen au Québec est moins élevé que chez nos voisins. Puis pourtant, on a toutes les raisons du monde d'être aussi bons, sinon meilleurs que nos voisins. On a des excellentes écoles, formation professionnelle, formation technique, universités. Donc, évidemment, il faut réduire le décrochage. On travaille en éducation. Pour ce qui est de l'économie, on essaie, avec le ministre de l'Économie, de créer des emplois qui soient mieux payés. On n'y arrivera pas du jour au lendemain, mais, Monsieur le Président, mon objectif, mon obsession, c'est de créer des emplois mieux payés au Québec. Dans le dossier de Vélan, je l'ai dit, malheureusement, c'était une décision qui était difficile. À choisir entre perdre tous les emplois de Vélan ou en perdre une partie, j'aime mieux. C'est moins pire d'en perdre une partie. Maintenant, on va aider les travailleurs à trouver des nouveaux emplois, les travailleurs de chez Vélan. Et, comme le disait le ministre de l'Économie, la majorité de ces employés-là ne perdront pas d'emploi puisque le travail sera fait par attrition. Première complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. En fait, j'entends et je réentends cette ritournelle, mais la première façon de garder le monde en emploi, c'est de ne pas perdre le job. Ça, c'est la première façon. Ceci étant dit, des gens qui, eux, ont mis 15 ans de leur vie dans leur job pas assez payé, qui, eux, ces gens-là, ont fait vivre leur famille avec leur job pas assez payé,
Franchement, c'est pas mal insultant pour ce monde-là. Est-ce que le premier ministre pourrait s'excuser auprès de ces gens-là de ne pas les défendre? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, si j'ai blessé des travailleurs de chez Vélan, oui, je m'excuse. Je suis de tout cœur avec les familles qui ont perdu leur emploi. Maintenant, la chef du deuxième groupe n'aime pas qu'on dise qu'elle est communiste, mais je voudrais qu'elle m'explique, quand une entreprise perd 17 millions de dollars, si on ne change pas la recette, ça va donner le même résultat. Est-ce qu'elle pense qu'une entreprise peut perdre 17 millions de dollars à chaque année puis continuer d'exister? Comment on voit ça, une entreprise qui perd 17 millions? Est-ce que pour elle, c'est un problème ou tout va bien? Deuxième complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Dans mon plan de transition économique, j'ai pas mal de solutions, Monsieur le Président. Des premiers ministres qui lèvent le nez sur les travailleurs-travailleuses, on en a vu pas mal. Des premiers ministres qui regardent d'ailleurs pendant que les emplois partent à l'étranger, ça aussi, c'est pas nouveau. Mais un premier ministre qui, par contre, va jusqu'à applaudir une délocalisation, ça, c'est une première. Est-ce que le premier ministre, dans le fond, est fier de battre M. Charest et Couillard au concours du premier ministre qui abandonne le plus les travailleurs-travailleuses? Monsieur le Premier ministre, votre attention, s'il vous plaît. Monsieur le Président, avez-vous entendu une solution pour régler la perte de 17 millions de dollars? Elle dit qu'elle a plein. Elle en a tellement plein qu'elle n'est pas capable de nous en donner un exemple. Monsieur le Président, oui, je suis triste pour les employés qui perdent leur emploi chez Vélan, mais j'aime mieux qu'on protège une partie des emplois que de tout perdre. Une entreprise dans un système capitaliste ne peut pas, à répétition, perdre 17 millions par année. Une entreprise ne peut pas voir le prix de ses actions baisser de 50 à chaque année. À un moment donné, ça amène l'entreprise vers la faillite, puis là, on perd tout. Donc, il faut être capable de trouver la moins pire situation, la moins pire solution. Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la CAQ, dans l'opposition, était avec nous pour dénoncer les primes aux médecins, les extras qui s'accumulaient. On savait que ce n'était pas une solution. On a même adopté une motion en ce sens. Ce matin, on apprend que la CAQ décide non seulement de faire la même chose que les libéraux, mais en double. 43 millions de disponibles supplémentaires, jusqu'à 15 000 $ par médecin. Pourtant, l'expérience nous a appris que plus d'argent pour les médecins, ce n'est pas une solution. On a appris ça. Alors, Monsieur le Président, je demande au premier ministre pourquoi il fait ça. Pourquoi il n'investit pas davantage pour engager des infirmières, financer les préposés aux bénéficiaires, organiser les soins? Je pose la question pour un ami qui a voté pour la CAQ. Pourquoi il fait comme les libéraux? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, il y a deux catégories de médecins. Les médecins de famille, qui gagnent moins au Québec qu'en Ontario. Les médecins spécialistes, qui, à cause du gouvernement de médecins, gouvernement libéral, gagnent plus qu'en Ontario. On s'est engagé durant la campagne électorale à revoir le salaire des médecins spécialistes, le revoir à la baisse. Concernant les médecins de famille, d'abord, c'est important de dire que ce qu'on retrouve dans les médias, Monsieur le Président, c'est difficile avec le goon de Lapinière de s'exprimer. Ouais. Non, je vais... Non, vous savez, c'est... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, du calme, tout le monde, du calme. Messieurs, Mesdames les députés, Monsieur le leader de l'opposition officielle, je vous demande d'arrêter de vous interpeller, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, vous connaissez le règlement. Il faut du respect pour la fonction du député de Lapinière, mais ça en prendrait aussi pour la fonction de premier ministre également. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le leader du gouvernement, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, lorsque vous conférez la parole à un membre... Oui, Monsieur le Président, lorsque vous conférez la parole à une seule personne dans l'Assemblée, c'est à cette personne-là que le droit de parole est confié. En l'occurrence, c'est le Premier ministre qui tente de répondre à la question du député de Matane-Matapédia. Ainsi, il faudrait avoir l'opportunité de pouvoir écouter le Premier ministre et que tous les membres de cette Assemblée puissent céder la parole au Premier ministre. Je vais répéter des choses des règles que vous connaissez tous. D'abord, je vous demande d'arrêter de vous interpeller. Secondo, et je le répète fréquemment, de vous adresser à la présidence. Troisièmement, vous comprendrez qu'on ne peut pas appeler un député de la sorte.
Monsieur le Premier ministre, je vous demande de retirer votre collaboration et de retirer ces propos. Oui, je retire. Le député n'est pas un goon. Ouais. Je retire. Non, mais je vous demande... Non, mais honnêtement, si on peut faire ça longtemps, là... Encore une fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu sais, il y a du temps important. Je vous demande, s'il vous plaît, votre collaboration, tout le monde, monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention de le faire à chaque fois, mais vous devez faire respecter le décorum dans cette Assemblée. Le premier ministre a tenté une deuxième fois. C'est pas drôle. Soyez respectueux pour la fonction. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, le premier ministre a justement retiré ses propos. Il l'a fait d'une façon pour que tout le monde comprenne très bien qu'il a retiré ses propos. Alors, je vous rappelle à nouveau ce que j'ai dit il y a quelques instants. J'ai demandé au premier ministre de retirer ses propos. Je comprends qu'il a retiré ses propos, mais je vous demande votre collaboration et de faire en sorte qu'on soit prudent dans les mots à être utilisés. Encore une fois, cessez de vous interpeller. Je le vois et je n'apprécie pas. S'il vous plaît, poursuivez, Monsieur le Premier ministre. Oui. Monsieur le Président, pour ce qui est des médecins de famille, l'objectif de la ministre de la Santé, c'est de modifier le mode de rémunération. Donc, à l'intérieur de la même enveloppe, d'avoir un plus grand pourcentage qui soit payé à la prise en charge des patients, puis un moins grand pourcentage qui soit payé à l'acte. Donc, au total, on a la même enveloppe. Il n'y a pas eu d'augmentation de l'enveloppe avec ce qui est annoncé aujourd'hui, mais on va avoir une meilleure prise en charge des patients. Première complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président, revoir tout le système, oui. Revoir le salaire des médecins, oui. Mais la CAQ rejoue dans le même film libéral qui n'a pas marché. Les médecins ont tellement d'argent présentement qu'ils ne voudront même pas travailler plus. Ce qui va arriver, c'est que les médecins vont prendre des patients en bonne santé juste pour avoir la prime. C'est quoi la priorité? Est-ce que c'est juste d'atteindre un pourcentage pour épater la galerie ou c'est s'occuper des patients les plus vulnérables immédiatement? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, je remercie mon collègue, le député de Jonquière, de la question parce que, justement, il y a une mesure pour les patients vulnérables. Effectivement, les médecins qui vont prendre des patients vulnérables, il y a un incitatif. C'est très important. On en a 165 000 patients vulnérables là, qui ont des maladies chroniques, problèmes de santé mentale, multiproblématiques aussi. Et vraiment, on a mis des mesures pour que les médecins de famille prennent en charge davantage ces patients. Nous, là, on va faire une différence. Il va y avoir plus de patients qui vont être pris par les médecins de famille. Comme le disait le premier ministre, c'est une grande avancée vers le mode de rémunération par capitation. Donc, le médecin va prendre en charge davantage de patients et le guichet va se vider. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Oui, on sait que cette pensée magique-là, ça n'a pas marché avec les libéraux, ça ne marchera pas plus avec vous autres. Au lieu de faire la prime 2.0, d'autres solutions, gérer la rémunération des médecins, éliminer les primes, investir dans les équipes de GMF, revoir les plans régionaux d'effectifs médicaux, augmenter les cohortes d'IPS dans les universités, consulter des psychologues dans le système public. Est-ce que la ministre va commencer par renoncer d'abord et avant tout à sa prime Bolduc 2.0? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, je le rappelle encore, comme l'a dit le premier ministre, c'est de l'argent qui est là. Au lieu de le donner sans aucune exigence, on s'est entendu avec la Fédération des médecins praticiens, on demande aux médecins de famille de prendre davantage de patients. En Ontario, en moyenne, un médecin prend 1500 patients. Au Québec, c'est 900 patients en moyenne. On veut que les médecins qui ont moins de 1000 patients prennent davantage de patients qui sont inscrits sur le guichet d'accès. Nous, là, on a pris l'engagement que chaque Québécois va avoir un médecin de famille et une équipe pour voir à ses besoins et on va respecter cet engagement, Monsieur le Président. Question principale, Madame la députée de Fabre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aujourd'hui au ministre de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale. Oui, on va parler de solidarité sociale. Pensons aux 6 780 personnes handicapées, personnes vulnérables du Québec qui résident en ressources intermédiaires. Le 10 décembre 2017, c'était l'annonce de notre plan de lutte à la pauvreté et son revenu de base garanti pour les personnes handicapées. Ça prenait simplement deux règlements
pour appliquer l'augmentation de la prestation de solidarité sociale de toutes les personnes handicapées du Québec. 2 simples règlements publiés pour janvier 2019. Mais le ministre a fait une énorme erreur, il en manque un. 5 mois plus tard, toujours rien. Monsieur le Président, est-ce que le ministre reconnaît aujourd'hui son oubli et l'impact pour toutes les personnes handicapées résidant en ressources intermédiaires? Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, Monsieur le Président. Je rappellerai à ma collègue de Fabre que le 12 décembre dernier, on a augmenté de façon considérable les prestations de solidarité sociale, donc versées aux personnes qui ont des contraintes sévères à l'emploi. On a injecté au-delà de 1 milliard de dollars pour bonifier tous nos programmes en matière d'aide sociale et j'ai donné instruction à un comité conjoint qui comprend les groupes consultatifs relatifs aux personnes handicapées pour me faire des recommandations d'ici décembre 2019 pour encore bonifier le programme de revenus de base. Donc, on est en mode extrêmement actif. On va de l'avant et on lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. On l'a démontré et on va continuer de le faire. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Fabre. Alors, on parle bien des personnes handicapées inaptes au travail. Tout était en place pour le 2e règlement. Au printemps 2018, notre gouvernement avait émis une directive temporaire pour une hausse de revenus de ces personnes. Et c'était très simple, 2 choses à faire. 1, prolonger la directive et 2, confirmer le tout dans un règlement. Qu'est-ce qui est arrivé jusqu'à maintenant? Ni l'un ni l'autre. Pire encore, en février 2019, notre directive a été annulée. C'est plus qu'un oubli, c'est une coupure de revenus. Une question Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, Monsieur le Président. Ma collègue de Fabre me redonne l'opportunité d'expliquer que pour les personnes handicapées, ce qui est important, c'est d'accroître leur autonomie professionnelle et de permettre leur intégration au travail. On est dans un contexte de rentrée de main-d'œuvre. Hier, on a annoncé au-delà de 238,5 millions de dollars pour augmenter le nombre de contrats d'intégration à l'emploi et les subventions pour les entreprises adaptées. Ça a été accueilli de façon extrêmement favorable par tous les groupes de défense des personnes handicapées. Et cette stratégie nationale-là, il n'y en avait pas depuis 2005. Et cette stratégie-là va permettre l'intégration. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Fabre. Monsieur le Président, je répète, on parle ici de personnes inaptes au travail avec des diagnostics permanents. En étude de crédit, j'ai questionné le ministre au sujet de l'annulation de notre directive et l'urgence de publier le règlement. Sa réponse était « Ce règlement est présentement en analyse et nous le publierons en temps opportun ». Nous étions tous d'accord dans cette Chambre. Et aujourd'hui, 6 800 personnes handicapées vulnérables en situation de pauvreté, inaptes et résidant en ressources intermédiaires attendent... Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, la parole vous appartient. Merci, Monsieur le Président. La question de ma collègue de Fabre comprenait la réponse. J'ai donné clairement une indication lors de l'étude des crédits qu'on attendait une recommandation. Cette recommandation-là va venir d'ici décembre 2019 et on mettra en application la réglementation appropriée et on bonifiera le programme de revenus de base suivant les recommandations des groupes consultés. Merci, Monsieur le Président. Question principale, Madame la députée de Mercier. Plus tôt cette semaine, le premier ministre a accusé Québec solidaire d'être dogmatique dans le dossier de GNL Québec. Il s'est lui-même donné un défi en s'engageant à prouver que ce projet réduirait les gaz à effet de serre dans le monde. Hier, j'ai déposé une motion pour demander au premier ministre de relever son propre défi. Le gouvernement a refusé. Et honnêtement, je le comprends. Je le comprends parce que l'entreprise elle-même affirme que 40 % de sa production ajouterait des gaz à effet de serre dans le monde. Ça veut dire que le gouvernement donne plus de vertus écologiques à ce projet que le promoteur lui-même. Mais j'ai quand même envie de donner une deuxième chance au gouvernement. Est-ce que le gouvernement peut aujourd'hui répéter son engagement à prouver que GNL Québec réduira les gaz à effet de serre dans le monde? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, c'est un projet, effectivement, qu'on trouve très intéressant, GNL Québec, des investissements de 14 milliards, qui permet en réalité d'assurer une transition énergétique ailleurs par du gaz naturel liquéfié.
J'entends le défi de la députée. Alors, je rétorquerai que si ce défi est démontré, si on répond adéquatement pour faire cette démonstration-là, est-ce que leurs partis seront prêts à appuyer le dit projet? Parce que pour nous, oui, cette démonstration-là est essentielle. Oui, effectivement, en termes de réduction des gaz à effet de serre, on ne peut pas seulement regarder la situation du Québec quand on le regarde globalement, quand on le regarde au-delà de nos frontières. Et c'est ce qu'on fait avec l'hydroélectricité avec New York, c'est ce qu'on peut faire avec le gaz naturel outre-mer. On peut porter des gestes probants pour réduire les GES, des gestes probants pour s'attaquer au changement climatique, et on croit que ce projet-là peut y répondre. Première complémentaire, Madame la députée de Mercier. C'est incroyable, Monsieur le Président. Le gouvernement est encore plus convaincu du projet que les lobbyistes eux-mêmes. Même sur le plan économique, le premier ministre a parlé en cette Chambre à au moins 2 reprises de création de milliers d'emplois avec GNL Québec. C'est drôle, même l'entreprise parle de 250 à 300 emplois à terme dans un secteur qui, on le sait aujourd'hui, n'est pas un secteur d'avenir. Donc, il n'y a pas d'avantage écologique, il n'y a pas de réel avantage économique à long terme. Monsieur le Président, coudonc, c'est quoi les avantages de ce projet-là? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, Monsieur le Président. Écoutez, on parle d'investissement de 14 milliards de dollars au Québec. S'il n'y a pas d'avantage économique, je me questionne, parce que j'aimerais bien, moi, qu'il y ait des investissements de 14 milliards au Québec dans des infrastructures qui fait travailler le monde. Effectivement, durant la durée des travaux, c'est plusieurs milliers d'emplois. Et à terme, avec l'usine de liquéfaction qui serait au Saguenay, c'est des centaines d'emplois qui seraient créés. D'ailleurs, je m'interroge, moi, sur la communauté du Saguenay. Eux semblent trouver que c'est une maudite bonne idée d'avoir des investissements de cette nature-là. Maintenant, le processus environnemental aura son cours pour faire toute cette démonstration-là, et j'espère... Deuxième complémentaire, Madame la députée de Mercier. S'il vous plaît. Monsieur le Président, les arguments du gouvernement pour défendre son projet sont exactement les mêmes que ceux utilisés par les vieux partis il y a quelques années pour défendre la cimenterie de Port-Daniel. À l'époque, si on se rappelle bien, la CAQ s'y opposait. Aujourd'hui, elle défend un projet qui va émettre 17 fois plus de gaz à effet de serre. On n'aura jamais vu une conversion écologique aussi brève. Est-ce qu'on peut au moins demander au gouvernement de mettre en veilleuse sa promotion du projet GNL et d'écouter les scientifiques et Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Écoutez, il n'y a pas de projet à mettre en veilleuse. C'est un projet, en fin de compte, qui va suivre un processus rigoureux d'approbation avec le ministère de l'Environnement. Ce qu'on dit aujourd'hui, nous, ici, au gouvernement, c'est des investissements importants avec, au bout de course, une réduction des GES. Quand quelqu'un dit « Oui, mais le projet produit X fois plus que la cimenterie », c'est drôle, on regarde rien qu'un bout du pipeline. On ne regarde pas la totalité, en fin de compte, du processus. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça va réduire de manière formidable les GES à travers le monde. On va en faire la démonstration. Et c'est sur cette base-là, environnementale, que la décision sera prise. Mais 14 milliards d'investissements au Québec, on est pour ça, on est très pour ça. Question principale. Madame la députée de Verdun, vous êtes la seule à avoir la parole. Hier, on apprenait que TVA allait abolir 68 postes. Le mois dernier, c'était CTV qui annonçait des coupures de postes. C'est malheureusement ainsi le cas pour des quotidiens, des hebdomadaires, des radios du Québec. Il y a urgence d'agir pour préserver la force de nos médias locaux, régionaux et nationaux. Hier, à ce sujet, la ministre s'est dite désolée. Comme seule action, elle dit avoir demandé une commission parlementaire sur le sujet et se désole de voir que les travaux débutent à peine. D'abord, la ministre mélange encore clairement la notion de séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs, mais pire encore, elle nous accuse de retarder les travaux. Si la ministre a des reproches à faire, qu'elle se tourne vers son leader, parce que dans cette commission sur l'avenir des médias, ça va bien, et avec les députés de la CAQ et avec ceux des oppositions. Est-ce que la ministre, qui est fidèle à ses habitudes, qui fait des reproches toujours aux oppositions, a, elle, quelque chose à proposer pour les médias? C'est elle, la ministre, après tout. Madame la ministre de la Culture et des Communications, s'il vous plaît. Monsieur le Président, de un, si la députée de Verdun veut me citer, soit, mais qu'elle le fasse de bonne façon. J'ai dit que j'étais triste et très triste pour les employés et des ex-collègues, des gens que je connais. Et c'est tout à fait vrai. Et je n'ai pas dit que j'étais désolée.
Je suis triste. Il y a une réalité actuellement, et ça fait rire les gens du côté libéral, Monsieur le Président, merci. Il y a une réalité qui est criante avec nos entreprises culturelles, nos entreprises de presse. Toutes les entreprises du milieu culturel sont actuellement bouleversées par cette métamorphose des façons de faire qui sont causées, entre autres, par les plateformes numériques. Dès novembre, nous avons manifesté l'intérêt d'agir rapidement parce qu'il y a urgence d'agir. J'avais mentionné dans un point de presse que nous souhaitions obtenir un mandat d'initiative pour avoir une commission parlementaire pour se pencher sur l'avenir des médias. On me l'a reproché. Nous étions en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. En août, Monsieur le Président, en août, les auditions vont commencer. C'est beaucoup trop lent. On nous reproche d'être lent. Eh bien, nous travaillons actuellement avec mes collègues ministres. Première complémentaire, Madame la députée de Verdun. Toujours votre attention, s'il vous plaît. En tout cas, qu'elle se tourne vers ses députés, parce que moi, je pensais que ça allait bien. D'ailleurs, j'en ai parlé avec certains députés hier qui m'ont d'ailleurs confirmé qu'on avançait rondement. J'apprenais hier à la ministre que les dépenses gouvernementales faites auprès des géants du Web étaient en augmentation. Uniquement à la CEPAC, c'est 77 % des dépenses en publicité qui sont faites chez Facebook et Google. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut passer des paroles à l'acte? Quand va-t-elle changer? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, nous agissons. Je vous rappellerai que le gouvernement libéral, lors des 9 mois de son règne en 2018, a dépensé pour 6 millions de dollars en publicité sur les plateformes. Relativement aux plateformes, nous travaillons et nous disons, et je le dis depuis le début, qu'il faut que toutes nos entreprises en communication, en télécommunication, nos journaux, nos télés, nos radios soient traitées de façon équitable. Et nous travaillons actuellement, monsieur. Ça me touche, je viens de ce milieu-là et je comprends cette transformation et je sais qu'il y a urgence. Et c'est la raison pour laquelle nous n'attendons pas. Nous agissons avec mon collègue, le ministre des Finances, mon collègue, le ministre de l'Économie, pour trouver des solutions parce qu'il y a urgence. C'est ce que nous faisons actuellement. Nous arriverons avec des solutions très rapidement. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Verdun. Bien, justement, en avril, on apprenait que le premier ministre avait lancé des travaux avec certains ministres pour répondre aux besoins urgents auxquels font face les grands médias du Québec. On est le 6 juin. L'été est à nos portes. Personne ne sait où on en est dans ces travaux qui étaient pourtant qualifiés d'urgents. C'est la fin de la session parlementaire. La prochaine fois où on va pouvoir discuter de ce dossier, ça va être à l'automne. Là aussi, il va être trop tard. Est-ce que la ministre peut déposer minimalement l'état d'avancement des travaux, s'il vous plaît? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous travaillons. Ce que la collègue ignore, c'est qu'actuellement, même au sein même de mon ministère, j'ai refait faire les programmes pour nous assurer que les entreprises de presse locales et régionales puissent bénéficier de subventions. Ça, je fais ça depuis des mois. Elle l'ignore et ça ne l'intéresse pas. Nous travaillons relativement, entre autres, à cette commission qui pourra enclencher ses travaux avec des auditions en août dernier. Bien, écoutez, pour moi, Monsieur le Président, 9 mois d'attente, c'est beaucoup trop. Donc, nous agissons actuellement sur 2 fronts. Au ministère, nous contactons directement les agences de presse pour les médias locaux pour s'assurer qu'il y a des programmes qui puissent les aider. Et nous avons également mis de l'argent, entre autres, pour le recyclage. 6,5 millions de dollars de plus pour les aider. Question principale, Monsieur le député de Pontiac. Écoutez bien ça, Monsieur le Président. Hier, le ministre délégué à la Santé en commission parlementaire nous a dit « Si vous êtes un adulte, peu importe votre âge, vous n'avez pas le droit de posséder du cannabis sur un campus universitaire ou collégial. Mais si vous êtes sur un campus satellite, comme les campus de satellites de médecine, par exemple, vous avez le droit d'être en possession de cannabis. Dans un hôpital universitaire, comme l'hôpital de Fleurimont, vous avez le droit d'être en possession de cannabis. Sur le terrain, tout autour de l'hôpital, vous n'avez pas le droit. Je ne sais pas comment vous allez vous rendre à l'hôpital, Monsieur le Président, par hélicoptère, par drone, je ne sais pas trop. Mais quand on demande au ministre si c'est ça son intention, il nous dit « Oui, c'est ça son intention ». On lui demande « Veux-tu changer quelque chose, peut-être une modification ?» Il nous dit « Non, c'est effectivement ça qu'on veut faire ». Donc, un étudiant en ingénierie sur le campus principal, pas de cannabis. Un étudiant en médecine sur le campus satellite a droit au cannabis. Monsieur le Président, pour le ministre délégué, est-ce qu'il est ouvert à faire des modifications pour que ça fasse plus de sens? Pour vous, comprenez-vous quelque chose là-dedans? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, s'il vous plaît. J'ai montré beaucoup d'ouverture hier
le député de Pontiac a identifié une faille dans le projet de loi 150, dans la loi encadrant le cannabis, qui démontrait que dans les endroits touristiques, il pourrait avoir surconsommation de cannabis. On a regardé ça ensemble, on a travaillé ensemble, on a créé un amendement pour régler ce problème-là. Maintenant, je l'invite à continuer à nous aider à faire avancer le projet de loi 2. Après plus de 50 heures, nous en sommes seulement au 4e amendement. Aujourd'hui, tout le monde me dit « Pourquoi vous ouvrez le projet de loi si rapidement? Pourquoi vous l'ouvrez si rapidement? On s'était donné 3 ans. » Mais là, aujourd'hui, on apprend que nos gens au DPCP n'arrivent pas à confirmer les amendes qui sont dues, qui sont données aux jeunes. Non seulement il est urgent d'ouvrir ce projet de loi pour la santé mentale de nos enfants, mais il est important de régler les problèmes, les failles qui sont inscrites dans le projet de loi 157. J'espère qu'il va travailler avec moi pour faire accélérer le processus avant la fin de la session parlementaire. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, pas d'applaudissements. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci.